Bonsoir et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Bonsoir Fabrice Verdier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Club Objectif Gare. Fabrice Verdier, on va le rappeler, vous êtes président du Pays d'Uzès, conseiller régional socialiste également, avec Carole Delga. On ne le dit pas souvent, mais c'est bien de le rappeler, puisque vous êtes conseiller régional. C'est important, et surtout de dire socialiste avec Carole Delga, parce que c'est pour ça que j'ai précisé. Mon socialisme, c'est celui de Carole Delga, effectivement. Et comment vous le trouvez, ce club? Puisque vous étiez venu dans les anciens formats de notre émission. Franchement, il est magnifique. Moi, j'aurais pu devenir champion de bar parallèle. Vous connaissez la blague de Team Seat, je suis champion de bar parallèle, je vais d'un bar à l'autre. Moi, j'aime beaucoup les bars. Je trouve que c'est un lieu de convivialité, d'échange. Et donc, je trouve le lieu sympa. Donc, c'est une bonne façon d'échanger. Et j'espère arriver à vous convaincre. Mais écoutez, on va essayer en tout cas. Pour le moment, on a vu que vous étiez resté soft. On est sur un petit sirop, je crois, de grenadine ou de fraise. Mais je peux faire plus fort, mais en deuxième partie de soirée. Non, on le verra tout à l'heure, peut-être avec les sociétaires, si vous remuez un petit peu trop fort. On le verra tout à l'heure. Et puis, on a Thierry Allard qui est avec nous, notre journaliste, et puis mon adjoint également, sur Bagnoles, Uzès, et qui est là dans l'émission. Ce soir, on est ravis de l'accueillir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Abdel, bonsoir Fabrice. Tout va bien Thierry? Mais très bien, et vous? Vous aussi, vous découvrez le plateau ce soir. D'habitude, c'est Coralie Mollary qui est là avec moi. Mais c'est bien, je suis très heureux de vous Alors, je l'avais déjà vu, mais je ne l'avais jamais pratiqué. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, on va démarrer ce soir. Voilà. On y va pour l'interview? Eh ben, quand vous voulez. Eh ben, je vous laisse poser la première question. Thierry, c'est à vous. Fabrice Verdier, vous avez trouvé de l'essence pour venir jusqu'à Nîmes alors? Je suis venu en voiture électrique. Ah, je m'en doutais. Donc en ce moment, vous, la file d'attente dans les stations-service, ça va? Non, mais il m'arrive aussi de rouler, parce que je suis comme tout le monde, je suis un peu de l'ancien monde à ce niveau, il m'arrive de rouler aussi avec du gasoil, mais aujourd'hui j'ai eu la chance d'être accompagné par quelqu'un qui possède une voiture électrique. Et clairement, c'est je pense, l'avenir. En tout cas, ceux qui ont des voitures électriques aujourd'hui, ils ne vivent pas les tourments que nous pouvons Des tourments vivre. Qui sont légitimes ou pas? On en parlera tout à l'heure avec les sociétaires, mais selon vous, est-ce qu'aujourd'hui les revendications qui sont exprimées par les grévistes, notamment de ces grosses sociétés dans l'énergie, qui font de gros bénéfices depuis quelques mois maintenant en raison de la crise énergétique? Que les revendications salariales de l'ensemble des Français soient légitimes dans un contexte d'inflation, évidemment, dans un contexte où des sociétés, et pas que les sociétés énergétiques, font des grands profits, c'est plus la question de la répartition des richesses, à part qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui sont pénalisés une fois de plus, c'est ceux qui n'ont pas de véhicules électriques, ceux qui tous les matins se lèvent pour aller bosser, et que quelque part cette paralysie, certes, elle est imputable au gouvernement qui n'a pas su créer les conditions d'un véritable dialogue social, c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui, mais quand même, je trouve que ceux qui trinquent sont ceux que finalement on serait censé défendre. Donc moi j'espère simplement qu'on va retrouver le chemin de l'échange entre les partenaires sociaux et ces grandes sociétés d'énergie, et qu'on va retrouver de l'essence dans les pompes pour que les Français puissent... En tout cas, la responsabilité de l'État, du gouvernement, on en parlera tout à l'heure avec les sociétaires. C'est d'ailleurs le thème de notre débat. Thierry, je vous en prie, poursuivez. Oui, je reviens sur l'explosion des prix de l'énergie. C'est une question qui est prégnante aussi pour les collectivités. Elle représente combien cette hausse des prix de l'électricité et du gaz pour une communauté comme la CCPU, la communauté de communes des Pays d'Uzès, ou même la mairie d'Uzès, dont vous êtes, je le rappelle, le premier adjoint? La mairie d'Uzès, ça va être plus 700 000 euros. Ah oui. La communauté de communes, ça va être plus 300 000 euros, puisque l'électricité va augmenter entre 1 à 1,5 à 2, et le gaz, ça sera x4. Ah oui. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc c'est clairement une très très mauvaise nouvelle, même si au niveau de la ville et de la petite commune, on avait anticipé à travers différentes mesures qu'on avait prises avant cette crise énergétique, mais ça aura un réel impact sur nos budgets, effectivement, et cet argent qu'on mettra dans l'énergie, on ne le mettra pas dans des politiques publiques. Oui, donc ça veut dire moins d'investissement typiquement? Clairement, c'est moins d'investissement. La ville d'Uzès, qui arrive à investir entre 4 à 5 millions d'euros par an, elle investira forcément 700 000 euros de moins, puisque cet argent sera utilisé pour payer le chauffage dans les écoles, dans les gymnases, pour payer l'éclairage public, etc., etc. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces élus qui en appellent au gouvernement justement pour aider les collectivités face à cette explosion des prix de l'énergie? Moi, j'aurais aimé effectivement qu'on ait un peu plus de lisibilité sur l'accompagnement qu'on pouvait avoir. Moi, je constate qu'il y a, fin août, la Première ministre annonce un fonds vert pour accompagner les collectivités sur la transition énergétique, et que nous, par exemple, à côté de commune, on avait la volonté d'investir, et on va le faire quoi qu'il arrive, pour isoler nos bâtiments, faire un parking de géothermie, pour changer les modes
de chauffage pour faire du relamping, c'est-à-dire changer nos éclairages de nos zones d'activité en mettant du LED, donc des choses que font beaucoup, hein. On n'est pas non plus très, très novateur, mais en tout cas on y est prêt. Et quand vous appelez la préfecture qui n'y est pour rien, hein, moi je ne mets pas en cause la préfète, ils ne sont même pas au courant de ce fonds, ils ne savent pas est-ce qu'il sera réellement doté, ils ne savent pas qui il faut déposer un dossier. C'est des effets d'annonce, quoi. On est clairement dans les effets d'annonce, et pourtant on vote un budget où il y aura juste 150 milliards d'euros de déficit. Voilà. Aujourd'hui, la réalité du budget Macron, c'est 150 milliards d'euros de déficit, avec quand même beaucoup de gens qui sont mécontents. Alors certes, on accompagne à travers un bouclier tarifaire, mais il y a beaucoup de gens, dont les collectivités, qui ne sont pas impactées. Et puis vous savez, quand les collectivités sont touchées, c'est nos concitoyens qui le sont à travers des services publics qui se détériorent. On va parler d'un projet sur lequel vous travaillez depuis quelques temps, qui est quand même un gros projet, celui de la piscine intercommunale à Uzès. Alors déjà, première question, où est-ce qu'on en est sur ce projet? Et deuxième question, comment rendre, dans le contexte actuel, ce projet soutenable au niveau environnemental et énergétique? Alors pour répondre à votre première question, l'objectif affiché, c'est d'avoir une piscine prête à la baignade. Vous serez invités, hein, les uns les autres. On prendra notre maillot. Vous pouvez prendre votre maillot dans une piscine qui sera aussi chauffée, je vous rassure, en septembre 2025. Donc l'objectif, on le tient. Après, vous savez, n'importe quel projet a parfois quelques contraintes réglementaires ou difficultés liées à une administration qui peut être parfois tatillonne. On n'en est pas là aujourd'hui. Objectif septembre 2025. Malgré le contexte. Malgré le contexte, pour le moment, tout va bien, puisque mercredi, nous avons un jury où trois architectes qui avaient été retenus vont nous présenter leur projet, le coût de leur projet, comment ils organiseront la future piscine. À l'issue de ce jury, on choisira un cabinet d'architectes, on le proposera au conseil communautaire. Et ce cabinet d'architectes sera amené à rapidement déposer, courant janvier, un permis de construire pour réaliser l'équipement. Et puis évidemment, on va solliciter les collectivités pour nous accompagner sur le financement d'un projet qui dépasse la communauté de communes, puisqu'il y a déjà beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas dans la communauté de communes et qui nous disent qu'ils attendent fortement cette piscine au cœur du Gard. L'environnement, c'est aussi la question autour des déchets. On avait envie de vous poser la question ce soir parce que vous étiez à l'initiative d'un projet, d'une entente départementale autour de la question des déchets qui pose d'énormes problèmes dans notre département. On en est où? On n'entend plus parler de cette entente. Alors je vais vous répondre sur les déchets, je ne me défile pas, au contraire, mais sur le deuxième volet, vous avez dit, mais cette piscine, est-ce que c'est bien le bon moment de faire une piscine avec la crise énergétique que nous connaissons? On avait décidé, avant la crise énergétique, de consacrer 1 million d'euros sur les énergies renouvelables sur la piscine. On a fait des études en matière de géothermie, on a fait le choix du solaire, donc on a déjà anticipé le fait qu'on voulait une piscine sobre énergétiquement. Alors évidemment, il faudra quand même de l'électricité, il faut que la piscine soit chauffée, mais beaucoup de l'énergie utilisée sera renouvelable et par ailleurs, on va avoir un traitement très pointu pour économiser l'eau et faire en sorte qu'on ait une piscine exemplaire en termes environnementaux. Ça veut dire que l'eau pourrait être réutilisée également? L'eau sera réutilisée. On est allé voir différentes piscines qui le font déjà. Parce qu'il y a des initiatives en France, il y a des initiatives pour les piscines en France, municipales. effectivement, mais en tout cas, ça sera une piscine durable telle que nous le souhaitons. Allez, on avance. Et qui maîtrisera les dépenses sur les déchets. Même si la piscine c'est important, parlons des déchets quand même, parce que cette interview, on a pas mal de questions à vous poser. La question des déchets, dites-nous où c'est qu'on en est de cette entente? Parce que vous étiez un peu à l'initiative du projet avec Christophe Rivenc, etc. On a l'impression que tout ça est mort un peu dans l'œuf. Non, j'étais à l'initiative du projet, effectivement, avec Christophe Rivenc et Frédéric Touzolier. L'entente a été constituée. Elle est présidée et animée par Christophe Rivenc et puis les élus qui sont à l'origine et puis l'ensemble des territoires qui nous ont rejoints. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, ou plus exactement la semaine d'après, dans la même composition pour que chacun puisse faire des propositions. On a fait un certain nombre de thématiques. Moi, je vais faire des propositions, par exemple, pour qu'on arrête de dilapider l'argent public à travers des politiques de communication qui devraient être uniques au niveau départemental. Franchement, les consignes de tri, qu'on habite à Uzès ou à l'Est, elles sont les mêmes puisqu'elles relèvent de la loi. Et moi, je souhaite qu'on essaie d'harmoniser tout ça et qu'on puisse déjà diminuer les coûts en la matière. Ça, c'est plutôt nouveau, parce qu'il n'y a pas très longtemps, les consignes de tri variaient beaucoup d'une agglo à l'autre. Je suis d'accord avec vous. Ça va être mes propositions. Je ne dis pas qu'elles vont être reprises. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'à terme, il faudrait avoir un syndicat départemental de traitement. Ah ben, vous aurez bagnole avec vous, alors. Qu'il y ait évidemment une politique à travers les secteurs. Le même camion ne va pas ramasser les ordures à Uzès ou à l'Est, mais par contre, on pourrait être beaucoup plus fort face à des opérateurs qui ont quasi monopole. Ils sont 2 dans le Gard. Et ils font la pluie
et souvent le mauvais Est-ce temps qu'on pourrait d'ailleurs aller en termes de coûts. chercher des économies d'échelle dans cette entente? Mais on ira forcément acheter des économies, on ira forcément chercher des économies d'échelle, on sera beaucoup plus fort quand vous discutez avec des opérateurs ou quand vous achetez du matériel que vous représentez 600 ou 700 000 habitants, vous êtes plus fort que quand vous représentez que 50 000 habitants, comme on le fait par exemple sur le cyclomu du ES qui est très bien géré, mais qui n'a pas la puissance pour peser dans... Sur votre territoire, vous proposez également un composteur gratuit, c'est bien ça, contre une formation. Est-ce que c'est le type d'action que vous allez proposer également dans cette entente? Moi, je vais faire part de notre initiative. Je pense que beaucoup de territoires innovent, expérimentent. Je relève que dans le Gard-Oudanien, Jean-Christian Rey a une politique volontariste sur la redevance incitative. C'est très intéressant. Donc on est aussi observateur et peut-être que dans les années à venir... On sent que tout le monde le laisse partir devant pour l'instant pour voir comment ça va tourner chez lui. Il y a un peu de ça, je vous l'accorde, c'est compliqué, en tout cas il mène bien sa barque, il réalise beaucoup de réunions publiques, il est très pédagogue en la matière, ça s'est fait dans d'autres départements, dans d'autres régions, dans d'autres pays. En Ardèche notamment. Oui. Donc c'est sûrement l'avenir. L'avenir aussi, c'est de faire en sorte que le plus possible on trie bien les déchets et que ce qu'on appelle les biodéchets, les issus de la cuisine, puissent être compostés, parce qu'ils n'ont rien à faire à Bellegarde ou dans un incinérateur. Si vous triez bien votre poubelle, 30% de la poubelle est économisée parce que vous pouvez composter. 30%, c'est énorme. C'est une tonne amenée à Bellegarde, elle vous coûte à l'arrivée 200 ou 220 € entre la collecte et le coût. Et bien, ces 220 €, vous pouvez les économiser parce que vous allez composter, et ça, c'est déterminant. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de donner aux contribuables un composteur, et la seule condition à la gratuité, c'est de le former pour qu'il fasse aussi réellement du compost et qu'il puisse durablement... Qu'il y ait un engagement également que ça devienne pas une poubelle de plus. Et on rappelle juste, parce que vous parliez de Bellegarde, c'est un site d'enfouissement, c'est-à-dire qu'on enfouit les déchets, c'est pas hyper écologique. En dit un mot, Thierry, sur un événement qui a lieu ce week-end à Uzès. Parce que là, du coup, quand on parle des composteurs et de la formation, on parle d'implication des citoyens. Alors, une question, comment impliquer au mieux les citoyens? Et j'ai un début de réponse. Ce week-end, il se tient le Parlement des liens à Uzès, qui est organisé par les éditions Les Liens qui libèrent, avec le partenariat de la communauté de communes et de la région. Et donc c'est un événement qui vise à expérimenter une nouvelle méthode de coopération entre politique intellectuelle et citoyens. Est-ce qu'il est là, l'avenir? L'avenir, il est forcément dans la réflexion, dans la projection. Vous savez, Frêche disait il faut avoir les pieds dans la glaise et la tête dans les nuages. Et donc il faut être des praticiens des changements, mais il faut aussi parfois quelque part se projeter, voir plus loin et travailler notamment avec des intellectuels. Ce qui a fait beaucoup défaut au Parti socialiste ces dernières années, c'est de se couper de réflexion avec des chercheurs, avec des sociologues, avec des gens qui sont capables vous de ce week-end? Moi, j'attends des choses à la fois qu'on puisse se projeter, qu'on puisse se confronter des idées qui sont différentes avec des grands intellectuels. On aura Edgar Morin, j'espère, à Uzès, et si sa santé le permet, sinon en visio, Cynthia Fleury, Sophie Marinopoulos, on a quand même du beau monde, comme on dit, en matière de réflexion. Et pas que des personnalités de gauche. Pas que des personnalités de gauche, c'est une marque de fabrique à Uzès. Nous sommes très ouverts, tolérants, et on aime le débat d'idées, on est capable de dépassements très concrets pour faire avancer les choses. Et puis après, ce que j'avais mis comme condition à Henri Trubert et Sophie Marinopoulos, qui souhaitaient avoir le Parlement des liens à Uzès, c'est de dire « Ok, mais tout ça est bien gentil, on peut faire encore de belles réflexions, vous pouvez sortir des livres, mais ce qui m'intéresse, je veux du concret, je veux que vous confrontiez à la réalité de notre territoire. Vous voulez changer le monde en matière de gestion de l'eau, allez voir les agriculteurs ce qu'ils en pensent. Vous considérez qu'il faut protéger la planète sur la question des déchets, mais ok, mais très concrètement, comme on fait un ménage qui habite au 4e étage, engoncé dans un immeuble. Voilà, essayez de vous confronter entre la vision que vous pouvez avoir, la société que vous rêvez, essayez de faire en sorte que nos concitoyens puissent adhérer à cette vision, parce qu'eux, ils sont confrontés à la réalité, avec pas toujours forcément les moyens que vous pensez. Il y a un équipement, lui, qui est concret, sur le territoire d'Uzès. Oui, dans lequel se passera le Parlement des liens. Exactement, depuis plusieurs mois, c'est l'Ombrière, cet équipement culturel. Quel est le bilan? Quel premier bilan vous pouvez faire de cet équipement culturel? On le sait, hein, Thierry, bien évidemment, l'a précisé quand on a préparé cette interview, c'est un équipement qui rayonne autour de 30 000 habitants à peu près, oui. C'est ça. Et ce, alors que vous n'avez pas la compétence culture à la CCPU? Tout à fait. On l'a juste pour l'équipement, même si on fait des actions culturelles en accord avec les communes. Quel premier bilan pour l'Ombrière? Plus que positif. Il faut rester humble. C'est la première année. Mais nous, on a fait quasiment 10 000 spectateurs. On a des jauges, c'est-à-dire un public qui est au rendez-vous, puisqu'on est
En moyenne, à 80%, la salle est remplie, elle fait 500 places, on peut aller jusqu'à 800. Donc ça fonctionne en termes culturels. Franchement, le public est au rendez-vous. On a trouvé un public qui est parfois au-delà d'ailleurs d'Uzès et du pays d'Uzès. On a des Limois, des Alésiens, on a même des Avignonnais qui viennent nous voir. Donc ça, c'est un succès en matière culturelle. C'est un succès aussi parce qu'on a accueilli des congrès, des séminaires. On avait un salon la semaine dernière du mariage qui a connu encore un grand succès. On a accueilli des séminaires, des universités. Donc c'est un lieu polyvalent qui était très critiqué par une minorité qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'était même battue pour que la région et le département ne subventionnent pas cet équipement, mais Carole Delga et Denis Bois avaient tenu bon, qui aujourd'hui, ces gens qui nous insultaient, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, sont aujourd'hui souvent à l'ombrière, donc je pense que c'est une façon de reconnaître... Allez, dernière question de Thierry Allard pour boucler cette interview. Oui, alors j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une richesse d'Uzès, qui est aussi une particularité, c'est le lycée des métiers d'art, le lycée Gide. Alors, j'ai cru comprendre que vous travaillez à la mise en place d'un pôle des métiers d'art avec les artisans et les entreprises du territoire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce machin et dans quel objectif? Je vois que vous êtes bien renseigné. Qu'est-ce que c'est ce machin? J'ai des bonnes sources. Nous avons un écosystème pour synthétiser sur Uzès autour des métiers d'art qui est assez exceptionnel. D'abord, on a un lycée des métiers d'art qui est reconnu, qui a un recrutement national. On a des jeunes qui viennent de la France entière pour se former sur ces métiers, qu'ils soient de la pierre, de la joaillerie, du cuivre, enfin bref. Et on était vendredi sur l'inauguration des tables qui sont fournies au parc du Duché, qui sont magnifiques. Des tables de jeu. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'artisans d'art sur le territoire qui sont remarquables, qu'ils soient joailliers, marquetiers, tailleurs de pierre. On a une entreprise qui a 50 salariés autour des arts de la table qui s'appelle Atesa, qui travaille, qui exporte dans le monde entier, qui est en train de relancer la céramique Pichon, qui était une céramique très connue, poterie très connue sur Uzès. Donc on a tout cet écosystème d'entrepreneurs et de formation qui existe. Ce que nous souhaitons avec Jean-Luc Chapon, c'est de créer cette filière qui existe mais qui parfois ne se parle pas, à travers une pépinière des métiers d'art, je l'espère, sur les Sablas, et en tout cas faire en sorte que autour des arts de la table, des arts de vivre, du patrimoine et de l'art en général, on puisse former des jeunes et qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, rester sur notre territoire et créer leur propre activité, ce qui est une vraie demande. Merci beaucoup Fabrice Verdier d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Thierry, vous restez avec nous bien évidemment, et Monsieur Verdier également, parce que l'émission n'est pas terminée, puisque dans quelques instants, les sociétaires vont nous rejoindre. On va débattre, on en parlait au tout début de l'interview, de la question autour de la crise énergétique, autour de la pénurie d'essence. On en parle dans quelques instants avec les sociétaires et avec Fabrice Verdier qui reste avec nous. Allez, place au club des sociétaires. Bonsoir Fabrice Verdier. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous dans cette deuxième partie de l'émission. On a changé de décor par rapport à tout à l'heure. Bon, est-ce que le sofa est mieux que le tabouret sur le comptoir? C'est toujours aussi sympa, je pourrais y dormir. Très bien, on va pas aller jusque-là peut-être. Mais en tout cas, il y a 3 sociétaires qui sont avec nous ce soir. D'abord, Laurence qui est avec nous et qui fait son retour dans l'émission. Bonsoir Laurence. Oui. Comment ça va? Très bien. On va rappeler que vous êtes chef d'entreprise. Oui. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses? Non, on va rester là. Chef d'entreprise, c'est déjà pas mal. Chef d'entreprise, c'est déjà pas mal. On est très heureux que vous soyez avec nous dans l'émission. Il y a Jean-Baptiste qui fait son retour. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bon, Jean-Baptiste, vous nous quittez plus dans le club des sociétaires. Vous êtes heureux d'être avec nous? Toujours avec plaisir Abdel. Bon, très bien. On va rappeler que vous êtes chez les Jeunes Républicains. Je suis responsable des Jeunes Républicains du Gard, effectivement. Voilà. C'est bien de le rappeler Oui. pour nos téléspectateurs. Et Pierre Jomain, qu'on n'avait pas vu depuis l'année dernière. On est très heureux qu'il soit également de retour. Bonsoir Pierre. Bonsoir Abdel et bonsoir à tous. Comment ça va Pierre? Préoccupé. Ah, préoccupé. On va en parler avec Fabrice Verdier? Ouais, je pense. Bon, on va d'abord donner la parole à Thierry Allard, puisque lui aussi, il est resté avec nous. Rebonsoir Thierry. Rebonsoir Abdel. Alors Thierry, ce soir, pour le débat des sociétaires, on va parler de la crise de l'énergie et de la pénurie d'essence. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur? Vous avez la parole Thierry. Puis on salue bien évidemment Sacha Virga, qui est là également et qui interviendra à la fin de l'émission. Alors oui Abdel, c'est le sujet qui préoccupe les Français en ce moment, et donc les Gardois. La crise énergétique sous toutes ses formes, la première crise d'abord, celle qui a vu les tarifs du gaz, et ceux de l'électricité qui lui sont corrélés, exploser ces derniers mois avec la guerre en Ukraine. Pour mémoire, le prix du gaz a augmenté de plus de 200% par rapport à l'année dernière, emportant avec lui celui de l'électricité donc. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui limite la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité à 15% pour les ménages, les petites entreprises et les petites communes, mais qui exclut les moyennes et grandes entreprises et collectivités.
Le bouclier tarifaire représente un coût de 24 milliards d'euros pour le gouvernement, tout de même. La deuxième crise est celle des carburants, avec premièrement une hausse des prix qui a vu le litre de gasoil dépasser allègrement les 2 euros, avant que le gouvernement ne mette en place une remise de 30 centimes d'euros par litre. Cette remise passera à 10 centimes d'euros par litre à partir du 1er novembre. S'ajoute à cela la pénurie de carburant, née de conflits sociaux dans les raffineries Total et ExxonMobil. Un tiers des stations du pays sont à sec, et les files d'attente sont très très longues en ce moment. Dans tout le pays, et le gouvernement a réquisitionné ce mercredi 4 salariés d'ExxonMobil pour relancer le fonctionnement d'un dépôt de carburant en Normandie, et pendant ce temps, les négociations s'enlisent. Voilà pour le contexte, place à la question. Face à cette crise de l'énergie et à la pénurie de l'essence, le gouvernement est-il à la hauteur ? Allez, on va démarrer avec Pierre sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette large explication de Thierry sur le contexte actuel, la crise énergétique liée plus ou moins à la guerre en Ukraine, et puis cette pénurie d'essence que l'on connaît aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron, fait le nécessaire pour les Français? Alors sur la pénurie d'essence, puisque c'est celle qui est la plus touchante aujourd'hui pour les concitoyens et pour les Gardois, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre, ça fait des décennies que la rémunération du capital et celle du travail vivent une injustice criante. En exemple, les entreprises font des bénéfices extraordinaires et la rémunération du travail passe au second plan. Et on a un gouvernement qui, face à une revendication salariale qui me semble assez juste, réquisitionne en plus du personnel pour remettre les raffineries en fonctionnement. Je trouve ça profondément injuste au moment où les Français lancent un message très clair sur le fait que l'inflation est très forte, que les salaires ne sont pas à la hauteur, et le gouvernement continue à penser que le marché va réguler ça de sa main invisible et qu'il ne s'agit pas de mettre la pression sur les grands groupes pétroliers. On ne parle pas de TPE, de PME, là. On ne parle pas de nos TPE, de nos PME, dont on connaît les salariés et dont on connaît les chefs d'entreprise. On parle de grands groupes qui vivent une rente de situation, qui font des bénéfices extraordinaires, qui ont même un patron, pour l'exemple Total, qui, l'année dernière, ça a augmenté le salaire de 52%. 52%. Avec des actionnaires qui sont largement rémunérés. Et quand il s'agit de renvoyer l'ascenseur auprès des salariés, les mêmes qui, d'ailleurs, pendant la pénurie, pendant le confinement du Covid, on les citait en première ligne du combat, puisque pendant le confinement, les raffineries fonctionnaient. Ceux-là même qu'on applaudissait au balcon, ceux-là même maintenant, quand ils demandent des revendications salariales, on leur dit couche panier, il n'y a pas de débat. Le gouvernement n'est pas à la hauteur là-dessus. Jean-Baptiste, est-ce que vous partagez l'analyse de Pierre sur ces grands patrons, des grands groupes pétroliers qui s'en sont mis plein les fouilles, on peut le dire comme ça, et qui ne redistribuent pas suffisamment pour leurs salariés? Moi, ce que je me souviens pendant la crise Covid sur les personnes qu'on applaudissait, c'était plutôt les infirmiers, les médecins. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait applaudi les personnes qui travaillent dans les raffineries. Après, sur la question, moi, je vais prendre un peu le contre-pied de votre propos. Je suis plutôt sur la position de me féliciter que le gouvernement ait suivi les propositions formulées par plusieurs députés des Républicains à l'Assemblée nationale, à savoir de réquisitionner le personnel. Le combat, l'idée de dire qu'il y a eu de grands profits, qu'il faudrait penser à une redistribution différente, je ne suis pas par principe opposé, mais le chaos dans lequel est en train de tomber le pays, les tensions qui sont en train de naître, qu'on voit dans les files d'attente, le contexte social, à mon sens, n'a pas besoin d'une étincelle supplémentaire, n'a pas besoin de conflits supplémentaires. Surtout qu'on a vu, Laurence... Surtout que je lisais avant de venir que des négociations ont été ouvertes. Pour moi, c'est la seule solution. C'est pas le moment de rentrer dans des conflits. Étonné, effectivement, dans ce conflit aujourd'hui entre les salariés et la direction, parce qu'apparemment, la direction de Total, la direction de Dessau a fait savoir que c'était quand même des salariés qui étaient grassement payés jusque-là. C'est important aussi de le rappeler. Non, mais il y a eu beaucoup de mensonges à ce sujet. Il y a même des fiches de paye qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec marqué 5 000 € pour tous les salariés. C'est des moyennes. Ce n'est pas vrai. On les a vus, les fiches de paye. Les fiches de paye, on les a vues. C'est des salariés qui sont là depuis 3 ans. Ils gagnent déjà, en bas, quand vous regardez le net, ils sont déjà à 3 000 €. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils sont opérateurs. Oui. Je pense ils sont au-dessus du salaire médian. Mais ce qui se passe là est scandaleux, c'est-à-dire qu'on recrée un clivage entre les salariés. On explique à ceux qui gagnent le SMIC, attention, il y en a qui gagnent plus, ils n'ont pas le reste en la rue aujourd'hui. Non, c'est un scandale. Voilà, on a typiquement l'exemple de ce qui est en train de se passer, des conflits qui s'ajoutent à des conflits. Le contexte est déjà suffisamment fragile. Oui, est-ce que c'était le bon moment? Je pense pas. Je pense pas que ce soit une décision responsable. Mais est-ce que c'était le bon moment? C'est pas une décision responsable. Crise énergétique,
Les Français sont un peu las aussi de la situation après 2 ans de crise sanitaire. Est-ce que c'est le bon moment pour bloquer le pays aujourd'hui ? Mais quand est-ce qu'arrivera le bon moment pour que les salariés puissent être rémunérés correctement dans ce pays? Quand ce sera le bon moment? On nous dit que c'est jamais le bon moment. Ça fait déjà quelque temps qu'on explique que la guerre devrait justifier tous les renoncements. Et là, on a affaire à des entreprises, redonnons les chiffres, qui ont fait des marges exceptionnelles. Oui, mais on ne parle pas des super profits. Et redistribuent. À qui? Aux salariés. Il y a des primes d'intéressement. Celle de 2002, elle est en... Est-ce que tous les salariés sont concernés par celle-là? Mais bien sûr. Mais je ne le crois pas. Si, le minimum, il est à 7 000. Si. Je ne le crois pas. Si, bien sûr. Fabrice Verdier, quel est votre sentiment? Je ne sais pas si vous voulez faire la synthèse de tout ce que vous avez entendu de nos sociétaires, mais votre point de vue à vous, par rapport, et en même temps, vous êtes un responsable politique important sur le territoire, vous subissez aussi probablement des habitants du territoire d'Uzès qui s'inquiètent de ne plus pouvoir aller travailler, peut-être dans les prochains jours. Moi, je n'ai pas la prétention de faire la synthèse. Je partage le réquisitoire sur la répartition des richesses qu'a fait Pierre Jomain. Il y a quand même un vrai sujet. On ne peut pas distribuer 3 milliards d'euros de dividendes et dès qu'il y a une demande d'augmentation salariale, faire en sorte que le dialogue social n'ait pas lieu. Après, le deuxième sujet, à mon sens, qui est un vrai problème, c'est que les plus grands perdants de ce blocage aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'aurais aimé que le gouvernement contribue au dialogue social, c'est quand même ceux qui sont encore le plus en difficulté. Que d'abord, ils ont des difficultés pour s'approvisionner, et donc parfois pour aller travailler, et dans certaines boîtes, ça pose de réels problèmes, et le premier qui trinque, c'est le salarié. Et le deuxième sujet, c'est que quand même, je suis désolé, mais le grand vainqueur, c'est encore les compagnies pétrolières, parce que vous payez 2 euros ou 2,30 € un litre de gasoil ou d'essence. Celui qui est au SMIC, qui justement n'a pas eu forcément l'augmentation qu'il attendait, encore une fois, c'est lui qui trinque. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron prend les bonnes décisions en réquisitionnant du personnel dans les raffineries? Ou au contraire, est-ce qu'il n'aurait pas dû peut-être plus forcer la main des grands pétroliers pour que les négociations se fassent plus rapidement? En tout cas, quand vous regardez le timing, samedi, Macron ou Borne, je ne sais plus, dans une forme de déni en disant tout ça va se réguler, que les Français ne s'inquiètent pas. Et lundi, ils se rendaient compte qu'il y avait un petit sujet et que les pompes étaient bloquées et qu'il y avait des listes, il y avait des queues énormes devant les pompes. Donc il y a quand même un gouvernement qui est parfois, souvent même, désolé, coupé de la réalité. Et c'est pas même si Emmanuel Macron l'a dit encore en début de semaine en disant mais c'est pas au président de la République d'aller négocier entre une direction et des salariés d'une entreprise. Quand on ne demande pas trop non plus Emmanuel Macron. Quand on a un président qui quand même s'occupe de tout, qui veut à la fois faire Premier ministre, qui à un moment donné était prêt à vacciner la France entière, à nous expliquer qu'il était infectiologue. Enfin, franchement, c'est quand même un président un peu autocrate, très vertical. Quand il n'a pas la capacité, sans forcément le médiatiser, de passer un coup de fil aux 2 principales compagnies, Total, qui est quand même une entreprise française, avec un PDG français, de dire écoutez, on va siffler la fin de la récréation, créer les conditions du dialogue social, parce que le sujet, c'est quand même la vitalité du pays, le fait qu'on puisse à minima aller travailler. Je pense que le gouvernement a été ou naïf ou en tout cas impuissant. Laurence. Vous avez parlé de blocage. Moi, une grève, c'est pas un blocage pour moi. Une grève, c'est des revendications sur des choses où on n'est pas d'accord avec le chef d'entreprise ou avec l'entreprise. Là, on fait un blocage préventif. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il devait y avoir des négociations en novembre, ils les veulent en octobre et ils bloquent la France. Et est-ce qu'Emmanuel Macron est responsable, comme le dit Fabrice Verdier? Non, il n'est pas responsable. Chaque entreprise est responsable. Après, aujourd'hui, le déblocage, ils vont être obligés d'intervenir parce qu'on ne peut pas laisser l'économie arrêter comme ça. Vous avez parlé des salariés qui peuvent pas aller travailler. Parlons aussi des artisans qui peuvent pas aller chez leurs clients, les agriculteurs qui pourront pas faire leur récolte. C'est une économie complète qui va tomber. Et là, on fait quoi? On regarde? Pierre, on fait quoi? Non, moi, je partage pas l'analyse parce que la direction de Total en particulier n'a pas voulu négocier. Ils sont mis à la table de négociation très tardivement. Ils ont joué une fois de plus le pourrissement. Je pense pas. C'est effectivement le cas. Il y a eu des négociations en mars, il devait y en avoir au mois de novembre. Ce sont les dirigeants de la CGT. Je ne le crois pas. Le crois pas. Le dialogue social ne fonctionne pas et ils ont attendu le pourrissement et la pression médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire le dialogue social ne fonctionne pas? Ils n'ont pas encore eu de réunion. Ben oui, mais s'il n'y a pas eu de réunion, c'est que la direction n'en souhaitait pas. Non, je pense que ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu d'opposer les uns face aux autres et de considérer que la revendication salariale de ces salariés n'est pas légitime. J'ai pas dit qu'elle n'était pas légitime. Est-ce que vous pensez que, comme Fabrice Verdier, qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est aussi responsable du pourrissement de la situation? Oui, parce que quand on entend à la fois la Première ministre ou le ministre de l'économie, d'abord, ils prennent en considération que les considérations des actionnaires. On ne les entend pas parler des salariés, ou très peu.
effectivement, comme Fabrice Verdier vient de le dire, ils auraient pu jouer de leur influence. Total, effectivement, est un groupe qui n'est pas indifférent à la parole d'un chef d'État. Sinon, c'est très inquiétant. Il ne semble pas que ce travail avait été fait. Mais bon. Jean-Baptiste. Deux peut-être reproches sur le gouvernement. C'est vrai qu'à mon sens, comme souvent dans les crises successives que la France a traversées ces derniers mois, ces années, ils ont fait preuve d'un manque total d'anticipation. C'est important de le rappeler. La droite était au pouvoir, est-ce qu'elle faisait mieux? On en a connu des blocages du pays. Moi, je trouve que Nicolas Sarkozy a suggéré une crise d'une tout aussi grande importance que celle qui a eu lieu il y a encore un an s'agissant du Covid. On n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. On vit au présent. Monde, hein. Comment? C'est pas tout à fait le même monde non plus. Mais l'importance de la crise est la même. Et ça, c'était le premier point sur le gouvernement. Il y a eu un vrai manque d'anticipation. Et je trouve un petit peu, j'allais dire presque choquante la déclaration d'Emmanuel Macron où il dit que ça le regarde pas. Parce que c'est clairement le message qu'il a envoyé. Il explique que ça le regarde pas, qu'il va pas. Je sais plus ce que c'est la déclaration exactement. Aller s'occuper de choses. Le président de la République, il a autre chose à faire que d'aller négocier pour les salariés et pour la direction. C'est pas parce qu'il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale qu'il n'est plus au pouvoir, qu'il n'a plus été élu. Est-ce que c'est un jeu pour Emmanuel Macron? Est-ce que ça lui va bien, cette situation, ce contexte de crise? Puisque il se passe aussi, il y a aussi des enjeux à l'Assemblée nationale pour son budget cette semaine, et avec la menace du 49-3. Moi, je ne pense pas que le président de la République s'amuse à jouer. La situation, elle est suffisamment compliquée, grave pour des entreprises, pour des salariés. Enfin, ces blocages, quand même, je suis un peu trivial, ils tapent sur le système. Enfin, on va quand même voter un budget qui va être un déficit à hauteur de 150 milliards d'euros, dans lequel il y a un bouclier tarifaire qui coûte, tout à l'heure vous l'avez signalé, monsieur Allard, 24 milliards d'euros. Moi, j'aurais préféré qu'on soit dans l'anticipation. Enfin, on va donner 24 milliards d'euros pour protéger ce qu'on ne ressent même pas, c'est Édouard Philippe qui le dit. Et je préférais qu'on accompagne réellement les Français pour isoler totalement leur logement, qu'on accompagne les catégories moyennes et populaires pour vraiment passer aux véhicules électriques. Sinon, on va continuer à faire semblant d'être dans la transition énergétique et on accompagne finalement que les bobos parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et là, en gros, c'est encore toujours les mêmes qui vont trinquer parce que ce bouclier de 20 ou 25 centimes, aujourd'hui, vous pouvez mettre 30 centimes de moins. Celui qui est au SMIC, encore une fois, il paye 2 € le litre. Et je ne vois pas comment les choses vont se régler. J'aurais aimé, par exemple, parce que le budget, c'est ce qui sert à ça, quand on endette le pays à hauteur de 150 milliards d'euros, qu'on est censé être un gestionnaire, je pense qu'à minima, on prépare l'avenir en investissant. Ce n'est pas le cas de ce que fait Macron. Donc je ne sais pas s'il pourrit la situation, mais en tout cas, il n'est pas dans l'anticipation, il ne prépare pas l'avenir. Un dernier mot rapide pour terminer ce débat. Non, ça ressemble même à du laisser faire, à du laisser aller. Moi, je suis très inquiet pour la suite du quinquennat. Franchement, là c'est du chaos qui s'insère dans une situation qui est déjà très tendue, très fragile. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur cette crise, j'espère qu'elles seront vite corrigées et qu'elles seront suivies surtout d'une vraie action, une action politique. Pierre, un dernier mot. Non, moi je pense qu'il y a un véritable cynisme dans ce gouvernement et dans ce parti politique. Bon, Laurence, vous allez peut-être dire un mot plus positif, peut-être, pour Emmanuel Macron. Non, pas forcément. Il est démissionnaire, complètement. D'accord, elle me rejoint. Oui. Merci à tous, en tout cas, pour ce débat. Passons à la deuxième séquence de ce club des sociétaires. Je vais tout de suite leur redonner la parole, puisque Pierre va nous proposer ou un coup de cœur, ou un coup de gueule, ou interpeller directement notre invité. C'est à vous, Pierre. Alors, c'est un coup de cœur. Je vous en prie. Alors, c'est un coup de cœur pour le club de foot féminin de Nîmes. Métropole, je ne sais plus si on peut encore le dire, Gare. En tant que parent, simplement, j'ai une de mes filles qui joue dans ce club. Et simplement, c'est un appel que je lance à toutes les jeunes filles, les petites filles qui hésitent encore à jouer au football. Allez-y, alors il y a un club très sérieux, avec des indicateurs très sérieux, avec une ambiance magnifique. Et j'en profite pour dire que s'il y a quelques partenaires qui veulent venir compenser le fait que la Nîmes Métropole les lâche, allez-y. J'en parle, il y a un magnifique match dimanche, donc j'encourage tout le monde à venir voir jouer du foot féminin. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi qui suis un footeux, mais qui découvre le foot féminin, c'est un vrai bonheur. Donc c'est un vrai coup de cœur. Eh bien c'est bien Pierre, merci beaucoup. Jean-Baptiste, coup de cœur, coup de gueule ou interpellation de l'invité? C'est pas un coup de gueule, c'est plutôt une interpellation. Je voulais avoir son avis. Je sais que c'est quelqu'un de très pragmatique, de plutôt même modéré, tout en étant toujours au Parti Socialiste. Toujours. Je lisais les expérimentations dans plusieurs départements, à savoir attribuer le RSA contre un minimum d'activité professionnelle de la personne qui bénéficie de ce revenu de solidarité active. Je voulais savoir si vous étiez aux responsabilités, ou en tout cas
Est-ce que vous encourageriez vos collègues socialistes... encore président du département. Est-ce que vous encourageriez... peut-être, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Par exemple, voilà. Est-ce que vous encourageriez vos collègues socialistes au département du Gard à tenter cette expérimentation? Le RSA, ça s'appelait avant RMI, Revenu Minimum d'Insertion. Ce qu'on a oublié, c'était Michel Rocard qui l'avait fait. C'est typiquement l'insertion. Oui, c'est pour ça. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui touchent le RSA qui aujourd'hui n'ont pas cet accompagnement qui leur permettrait de retrouver l'emploi. Après, pour ceux qu'on considérerait qu'ils devraient donner une contrepartie d'activité face à la solidarité nationale, moi je pense qu'il faut surtout être encore plus performant en termes de formation. On a un vrai sujet, même si parfois on est dans le déni, puisqu'on a un certain nombre d'emplois qui restent vacants. Sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai vécu à Uzès cet été des restaurateurs ou même des entrepreneurs. C'est typiquement à ça que je pensais, et c'est typiquement ce type d'activité que je pensais aussi. Mais il y a aussi un deuxième sujet, et les entrepreneurs le reconnaissent, c'est la question du salaire, de la rémunération. Tout le monde dit, on est à peu près d'accord que la rémunération n'est pas suffisamment attractive. Et après, il y a un sujet, c'est que quand on vous offre 1 300 € net par mois, mais qu'il faut avoir un crédit voiture, qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture, à la fin du mois, le reste à vivre, il est ridicule. Donc, le vrai sujet, c'est la rémunération, à mon sens, des salariés pour rendre le travail à nouveau attractif. Puis après, on a tout un phénomène de société où le regard sur le travail est très différent. On y est tous confrontés, qu'on soit chef d'entreprise ou même quand on gère les collectivités. On voit bien que le Covid a fait un certain nombre de dégâts, qu'il y a un autre regard sur le travail. Donc, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Je ne pense pas que les simples mesures de ce type suffisent à régler le problème, mais il faut. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Moi, je ne suis pas opposé aux expérimentations. Je ne pense pas que ça réglera le problème tel que vous le décrivez, mais d'expérimenter à courte échelle, comme on avait expérimenté ce qui peut fonctionner, par exemple, le fait des territoires zéro chômeur longue durée. Mais pourquoi ça fonctionne? C'est Laurent Grand-Guillaume qui était député avec moi à l'époque. Ça fonctionne parce qu'il y a un véritable accompagnement. Simplement un claquement de doigts de dire si je vais te donner une contrepartie de 10 heures de travail, ça a l'air simple sur le papier, mais c'est compliqué parce que c'est pareil, c'est des salariés qu'il faudrait aussi accompagner. Et derrière, il y a tout un mouvement à mettre en place, toute une organisation à avoir. Donc d'une idée simple qui paraît intéressante, je pense que ce n'est pas forcément la solution. Merci pour régler en tout cas problèmes. pour votre interpellation, Jean-Baptiste. Laurence, pour clôturer cette séquence, un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur aussi. Allez-y, je vous en prie. Ça va être sur la vidéo-verbalisation sur Nîmes. D'accord. Je trouve ça très bien. Parce que je vous assure, quand on voit que les personnes qui sont en voiture s'arrêtent au milieu d'un boulevard alors que vous avez une place à 5 mètres pour pouvoir rentrer directement dans la boulangerie, moi je pense qu'on devrait faire des boulangeries avec des voitures qui passent à l'intérieur maintenant. Les gens ne peuvent pas. Un drive pour les boulangeries également. Mais c'est pas pas que dans les le cas la vidéo-verbalisation sur Uzès. Non, mais il y a des vidéos. Le maire Jacques Chapon a prévu un budget pour la vidéo protection de 300 000 €. C'est un des outils de prévention et de lutte contre la délinquance et puis les incivilités. Il n'y en a pas déjà? Pas de vidéo-verbalisation, on a de la vidéo-protection, on va la développer. La communauté de communes, nous, on accompagne les collectivités qui le souhaitent pour s'équiper. Moi, je pense que c'est un outil, entre autres, ce n'est pas la solution en matière, encore une fois, de prévention de la délinquance, d'incivilité, mais c'est un sujet intéressant, mais on n'est pas à ce point-là technologique. Mais dans le pays d'Uzès, on est tellement civique qu'on n'en a pas besoin. En tout cas, on ne s'était pas concerté avec Laurence sur votre coup de cœur, c'est vrai, on dit la vérité. Mais c'est le sujet qui sera à la une du magazine d'Objectif Gard qui sort demain, puisque ce sont tous ces villages, tous ces maires de villages, ils veulent tous la vidéo protection. Et donc, on a un dossier d'une dizaine de pages à la rencontre de ces communes du Gard, où les petites communes, aujourd'hui, s'équipent aussi en vidéo, alors pas verbalisation, mais en vidéo protection. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà. Merci à tous en tout cas pour ce débat et pour vos échanges. C'est l'heure tout de suite du dernier mot avec Sacha Virga. Alors Sacha, comment ça va? Ça va. Ça n'a pas été trop long ce soir? Non, ça sera les derniers mots, parce que le dernier mot, je vous signale que je ne suis intervenu qu'une fois. Oui, c'est vrai, parce que ce soir on était sur une émission... Effectivement. Monsieur, bonsoir à tous, on va peut-être reprendre un peu les bonnes habitudes. Bonsoir le Gard, effectivement. Monsieur Verdier, vous parliez tout à l'heure du canapé, que vous pourriez dormir dessus, je vous rassure, le verre...
Marron est peut-être mieux que le noir, pour vous d'être un peu grand. Et je parle en connaissance de cause, mais parce que j'ai dormi sur les deux. C'est pas c'est testé avant d'user. Oui. Voilà, c'est ma technique. Monsieur Samari, d'ailleurs, vous avez invité un élu de gauche, c'est bien, parce qu'on a eu 2 élus d'extrême droite cette semaine. Vous êtes un peu, monsieur Verdier, le sucre qu'on met dans la tomate pour adoucir, j'ai l'impression. Parce que... Non, dans la tomate, mais vraiment du sucre dans la sauce tomate, effectivement. La sauce tomate, Oui, c'est vrai, bien sûr. Tout à fait, c'est la recette de grand-mère. Bon, je vais pas non plus trop m'éterniser parce que j'ai un bus à prendre. Monsieur Jomain, si vous vouliez faire votre pub, il fallait acheter le magazine et acheter un encart dans le magazine. Parce que c'est bien beau de faire la pub pour Nîmes Métropole, mais bon. Vous êtes mal placé pour dire ça, Sacha. Je fais pas de publicité, moi. Moi, il y a la mairie du Grau-du-Roi qui est en pub. Super, parfait. Par contre, ça aurait été mieux qu'il y ait Monsieur Proust face à vous plutôt que Monsieur Verdier, parce que je suis pas sûr que lui pourrait augmenter le budget de Nîmes Métropole pour les féminines, malheureusement. Et Laurence, c'était bien intelligent cette idée de drive dans les boulangeries. Le problème, c'est que déjà, il n'y a plus d'essence. Alors non seulement vous allez polluer encore plus l'environnement, mais en plus, vous allez encore plus rendre des pénuries. On n'a plus besoin de vidéos. Oui, effectivement. C'est vrai, vous avez raison. Bonne remarque, Sacha. Et c'est pas terminé, j'ai la dernière. Monsieur Verdier, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une manifestation devant la préfecture tout à l'heure, CGT? Je l'ai appris par la presse, et notamment Objectif Gare, oui. Ah, vous n'y êtes pas allé? Non, j'y suis parce que je crois qu'il y a Alain Martin qui vous attendait. Depuis le temps qu'il vous attend, j'ai l'impression en fait que ça fait un moment qu'on en parle et jamais il y a eu la rencontre. Enfin, on l'invitera pour une prochaine fois. Parfait. On refera, vous savez, une vieille séquence de quelque chose derrière le rideau. Surprise, d'un invité surprise. Alain Martin, il a les bus LIO financés par la région, qui a une politique volontariste grâce à la politique de gauche de Carole Delga. Donc je l'invite à se rendre à Uzès en bus, ça lui coûtera 1,50 € et je l'accueillerai, j'y payerai même le café. Merci Sacha, c'était super. Merci Thierry d'avoir été avec nous. On vous laisse rentrer du côté du Garaud-Danien et on vous invitera à nouveau dans cette émission. Jean-Christian Rey va bientôt venir, le président du Garaud-Danien. Vous aurez l'occasion de revenir. Merci à mes sociétaires d'avoir été là ce soir. Merci pour vos interventions. Merci Fabrice Verdier. Merci à vous. Pour votre participation à cette émission. Et puis on espère vous revoir très bientôt. On va remercier Nicolas Dombre pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous demain. Changement de décor total. Demain, c'est Corentin Corget qui sera à ma place pour sa fameuse émission Plateau Sport avec le consultant Patrick Champ. Il débattra de l'actualité sportive de la semaine. Et puis vous aurez bien évidemment également tous les éléments, tout le programme sportif du week-end. Pour ma part, je vous dis à dimanche pour le Club du Dimanche. Notre invité cette semaine, c'est Alain Clary, l'ancien maire communiste de Nîmes. Bonne soirée à tous, il est l'heure de refermer ce club.